scientifique et professeure à l'école polytechnique de l'ULB et collaboratrice d'enseignement à l'Université de Liège. Elle donne cours aux futurs ingénieurs chimistes et ingénieurs biomédicaux. Son groupe de recherche s'intéresse à la mise au point de récepteurs moléculaires pour la détection sélective analyte dans l'eau et sur le transfert des réactions organiques dans l'eau. Elle est aussi activement impliquée dans la gouvernance participative de l'université et au sein de conseils de diverses institutions nationales et internationales, contribuant ainsi au rayonnement de l'ULB. Bonjour Christine, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Et je suis très content de pouvoir parler avec toi. On va parler aujourd'hui de chimie, de comment elle est perçue au niveau en fait, de la pollution et de quel rôle en fait, elle peut avoir dans la transition énergétique. Donc je vais commencer tout de suite avec cette question. La chimie est souvent perçue comme source de pollution. Il y a beaucoup d'exemples qui abondent dans ce sens. Il y a beaucoup d'accidents qu'il y a eu par le passé. Si on pense aux pesticides, on pense aux grandes sources de pollution, les rejets odorants, les rejets toxiques. En même temps, la chimie est à la base de toute une série de procédés qui sont nécessaires à notre vie. On pourrait dire que la chimie est partout. Dans notre vie. Et donc, en fait, je voudrais que tu nous aides au début de cette interview à décrypter ce paradoxe apparent entre la centralité de la chimie dans notre vie et ses effets secondaires. Donc, je crois que la réponse se trouve dans la définition même de ce que c'est que la chimie. Donc, la chimie, c'est la science de la matière et de ses transformations. Donc, on vit dans un monde de matière, et si on pense maintenant à toutes les disciplines même qu'on enseigne ici en Polytech, on pense aux ingénieurs de construction, on parle du béton qu'ils ont besoin, qu'on doit préparer ce béton, on parle des silicones, on pense aux télécommunications, toute l'électronique, que ce soit l'électronique à base de chips à base de silice, ou bien que ce soit de silicium, ou bien que ce soit l'électronique maintenant organique ou l'électronique flexible, où on imprime sur des polymères, qu'on pense à la robotique et qu'on doit mettre toutes ces matières qui doivent être faites, ou à la chimie, les molécules que nous créons dans un but évidemment de soigner, d'améliorer la qualité de vie. Donc, tout cette discipline repose sur de la matière qui a été créée par les chimistes. Alors, l'industrie chimique produit, et oui, il y a parfois des grandes catastrophes, comme tu as mentionné, qui sont évidemment souvent le résultat d'une erreur humaine, mais il y a ces grandes catastrophes, et c'est sûr que pendant tout un temps, on n'a pas toujours produit des produits des plus écologiques, parfois par manque de connaissances, qu'on n'était pas conscient que c'était des produits qui pouvaient être toxiques, parfois aussi parce que l'industrie veut faire des profits et donc elle pousse un petit peu trop pour avoir certaines choses et n'a pas toujours réfléchi aux questions environnementales. Donc oui, il y a de la pollution, ces catastrophes, ces produits qu'on a mis sur le marché qui ne sont pas les meilleurs, dont on se rend compte que des effets néfastes bien des années après, les frayons qui ont créé les problèmes dans les trous de la couche d'ozone. On ne s'est pas rendu compte au moment même, c'était créé pour un produit qui était utile pour le consommateur à ce moment-là. Donc, la chimie à bon dos, la pollution, elle va être par nature chimique, puisque ce sont des produits qu'on a mis sur le marché. Mais comme tu mentionnes, la chimie doit aussi aider maintenant à résoudre ces problèmes. Donc il y a la partie de mettre au point, de résoudre la dépollution des sols, la dépollution des eaux, d'essayer de réfléchir aussi à nettoyer les crasses que nous avons faites, mais également la chimie et les procédés chimistes doivent réfléchir à mettre sur le marché maintenant ou développer des produits qui prennent en compte ces considérations et le fait qu'on peut créer des déchets toxiques à ce moment-là ou qu'on met sur le marché des produits ou qu'on développe des produits qui ne sont pas nécessairement bons. Donc, on doit réfléchir à faire mieux, mais on peut aussi réfléchir à aider à résoudre les problèmes qu'il y a. Mais oui, c'est pas vraiment un paradoxe, mais c'est qu'on vit dans un monde de matière et que la chimie, comme tu as dit au début, la chimie, elle est partout. Intéressant, tu as parlé d'erreurs humaines, mais aussi parfois de volonté en fait, de maximiser. C'est un peu, ça me rappelle en fait le livre de Lapierre qui parle de l'accident de Bhopal. Oui. C'était Dow Chemical à l'époque. Et c'était vraiment, on est dans ces cas de figure là. Et c'est intéressant, tu as parlé en fait de cette chimie qui prend en compte, qui est capable en fait de minimiser et aussi d'avoir une maîtrise de ces rejets. En fait, ça c'est la chimie verte, on l'appelle comme ça. Est-ce que tu peux en fait nous donner des pistes pour comprendre de quoi il s'agit?
Donc, la chimie verte, c'est aussi ce qu'on appelle la chimie durable. Donc, l'idée de la chimie verte, qui n'est pas une notion récente. On a l'impression que c'est quelque chose dont on vient maintenant de découvrir. Donc, la chimie verte, c'est une notion qui date des années 90. Le Environmental Protection Agency aux États-Unis, les chercheurs ont établi une liste même de 12 principes de la chimie verte déjà à l'époque. Et l'idée, c'est qu'il faut maintenant concevoir, produire et utiliser des produits, mais aussi des procédés qui ne vont pas faire du tort à la santé ni à l'environnement. Oui. Donc il faut penser à la santé de ceux qui vont produire, à la santé des personnes qui vont consommer et à la santé, si on veut aussi, de l'environnement. Donc ça, c'est les notions de la chimie verte. Alors si on regarde maintenant un petit peu plus en détail ces principes de la chimie verte, ça va de économiser de la matière première à travailler dans des conditions plus sûres, utiliser des solvants moins toxiques. Donc il faut voir si c'est possible de passer d'un solvant organique vers un solvant comme l'eau, sujet qui nous intéresse, nous, au laboratoire. Économiser de l'énergie, quelque chose dont toi tu es très conscient qu'il faut essayer de, et qu'on est tous conscients pour le moment, qu'il faut essayer d'économiser de l'énergie. Aussi, un de ces autres principes, c'est de préférer des réactions qui sont catalysées. Donc des réactions qui sont catalysées, voulant dire que des réactions qui peuvent aller plus vite, qui ont besoin de moins d'énergie et qui en plus peuvent être sélectives. Donc si on veut pas produire, on veut produire un produit en particulier, on s'arrange pour que le catalyseur ne produise que ce produit-là et pas d'autres produits secondaires, ce qui permet de faire en termes de chimie verte ce qu'on appelle une économie d'atomes. C'est-à-dire que tous les atomes qu'on avait au début se retrouvent dans notre produit final et pas dans des produits secondaires dont on va se débarrasser. Et un autre principe de la chimie verte, c'est de concevoir des produits chimiques en réfléchissant déjà à leur fin de vie ou à leur recyclage. Donc ces principes sont là depuis la fin des années 90 et on les prend en compte. En tout cas, je crois qu'on ne peut plus faire l'économie de ne pas les prendre en compte lorsqu'on est en train de produire. Mais donc, est-ce qu'on peut trancher ? Chimie, mauvaise, bonne? Chimie, mauvaise, bonne. Moi, je crois qu'il faut la voir comme quelque chose de bon. Parce que de toute façon, tout est chimie. On dit, si on veut se nourrir, si on veut s'habiller, si on veut utiliser nos outils électroniques, si on veut se soigner, on a besoin de la chimie. Je crois que les développements de médicaments, ce n'est pas la victoire de la médecine. Le développement de médicaments, c'est une victoire de la chimie souvent. Donc oui, la chimie est bonne de ce côté-là, mais bien avec des travers, des choses qu'on doit résoudre de ce côté-là. Donc je crois qu'elle est bonne. Alors je ne sais pas si quand tu dis la dichotomie, la chimie elle est bonne ou la chimie elle est mauvaise, si tu penses aussi à les idées que les gens ont souvent, c'est produit naturel c'est bien, produit chimique c'est mauvais. Alors il faudra d'abord rappeler que les produits naturels, ce sont des produits chimiques. La différence, c'est qu'ils ont évidemment un produit de la biosynthèse, alors que les produits chimiques, ça a été fait une synthèse en laboratoire, mais dans les deux cas, c'est un produit chimique. Alors, un produit naturel, ce n'est pas pour autant qu'il est bon. Les poisons sont des produits naturels. On peut penser à une catastrophe qu'il y a eu aussi dans les années 90 ici en Belgique, d'herbes chinoises. Donc, ces herbes chinoises qui avaient l'air totalement inoffensives, qui ont été vendues sur le marché en Belgique pour aider à maigrir, et les gens qui les ont pris se sont rendus compte qu'il y avait une petite confusion entre une herbe et une autre, et il y a eu des cas dramatiques de personnes qui sont trouvées en néphrologie parce qu'ils ont eu des séquelles irréversibles à leur rein. Donc, naturel ne veut pas nécessairement dire bon, et il ne faut pas trop faire cette dichotomie. On entend souvent les personnes dire « Oh non, je ne veux pas de produits chimiques », alors que les produits de tous les jours, ils sont chimiques. Il faut dire qu'on n'a pas envie de produits qui sont des produits qui ont été synthétisés d'une manière non responsable, des produits qui sont poussés à une extrême d'utilisation où ce n'est pas nécessaire. Très intéressant, cette notion de naturel ne signifie pas bon. Ça me souvient de mes études en Italie que je devrais réfléchir. Et quand on disait aussi que les dioxines, il y a des dioxines naturelles. Je me rappelle à l'époque, on parlait des effets secondaires de la combustion des déchets. Et donc, les dioxines aussi, on peut en trouver dans la nature. Je voudrais en fait terminer cette conversation sur une question d'ouverture en fait, sur le futur. Quel est le rôle de la chimie? Quel peut être le rôle de la chimie dans la transition de notre société dans le futur? Quel rôle elle peut avoir en fait, dans
dans la possibilité de donner de la nourriture à tout le monde, de la transformer, d'améliorer notre consommation énergétique, de produire des médicaments dont on a besoin. Donc c'est vraiment, en fait, quels sont les espoirs qu'on peut mettre dans la chimie pour le futur. Et je crois que ce que tu as cité là, ce sont les objectifs de développement durable oui. de l'UNESCO, qui effectivement, quand on les liste et qu'on regarde, la chimie a un rôle à jouer dans énormément, un grand nombre de ces objectifs. Nourrir tout le monde, la santé pour tout le oui. monde, de l'eau potable oui. pour tout le monde, de diminuer la consommation énergétique. Donc tout ça, ce sont un rôle où la chimie doit jouer un rôle. Et je crois qu'au niveau de la recherche, il y a énormément de centres de recherche, que ce soit académiques ou même de centres de recherche dans les industries, qui essayent de mettre au point de manière à pouvoir contribuer à ces objectifs de développement durable. Et comme la matière, c'est de la chimie, qu'on la produit, il est évident qu'il faut résoudre ces problèmes à la source. Et quand tu prends le cas de l'énergie, il faut pouvoir mettre au point des nouveaux matériaux pour pouvoir stocker de l'énergie, par exemple. Puis si on veut faire de l'énergie, prendre part, profiter de l'énergie solaire, il faut pouvoir la stocker, non seulement la transformer en énergie qu'on peut stocker. Donc tout ça, c'est des recherches qui doivent être faites et que c'est extrêmement important de s'investir là-dedans. Aussi, je crois qu'au niveau des réflexions à avoir, c'est cette analyse de cycle de vie, de bien réfléchir à ce qu'on fasse une production, on réfléchit en créant le produit de qu'est-ce qu'on va en faire après, pour pas juste faire ce qu'on appelle du downcycling, c'est qu'on le met à la déchetterie et on le brûle pour avoir de l'énergie, mais qu'on puisse faire du upcycling, c'est qu'on peut en refaire de nouveau un produit à plus haute valeur ajoutée. Ça me rappelle aussi nos conversations sur le fait de donner de la valeur à la matière, pas juste... Alexandre, il ne faut pas juste brûler les choses. Oui, effectivement. Mais c'est très bien, en fait, je te remercie beaucoup pour cette discussion, surtout pour avoir mis l'accent sur le fait que la chimie n'est pas bonne ni mauvaise, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et cette idée qui revient dans plusieurs discussions qu'on a sur le fait qu'il faut avoir un regard général, multidisciplinaire, et qui vraiment prend en compte toute la vie d'un produit de A à Z. Oui, tout à fait. Et je crois que là, si on regarde un petit peu l'image que les gens ont de la chimie, je crois qu'il y a un manque de connaissance, évidemment, de ce que la chimie est. Donc, on peut rapidement, les gens sont vite séduits par un peu de greenwashing, donc cette publicité un tout petit peu mensongère, parce qu'ils ne voient qu'un seul élément, donc l'exemple de la voiture, évidemment, électrique, qu'on voit partout, 0% de CO2. Oui, pendant que la voiture est en train de conduire, elle ne produit pas de CO2 comme les gaz d'échappement que nous avons dans les voitures thermiques, mais on a bien dû créer cette électricité. Donc, si cette électricité a été produite dans une centrale à charbon, on n'est pas vraiment dans une situation 0% de CO2. Donc, il ne faut pas tromper les gens. Donc, je crois qu'il y a un élément, il faut absolument éduquer les gens, qu'ils comprennent de ce que c'est. Et je crois que l'analyse du cycle de vie, ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile à comprendre, mais c'est important d'essayer d'expliquer aux gens ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. La semaine prochaine, nous accueillerons le professeur Michel Huard pour parler de décarbonisation et de scénarios 100% renouvelables.